Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Vincent. Salut Vincent. Salut Mythe, je suis Vincent, je suis malade comme un chien et ça risque de s'entendre. Oh non, écoute, moi je trouve que ta voix elle est très... Tu es fort bon avec moi, comme toujours. Ah, il le faut. Alors, toujours aficionado chez Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Paraît-il. Oui, plus sérieusement, toujours. Et du coup, tu n'es pas sans... Enfin, je suppose que tu ne m'arrêteras pas si je te dis que tu aimes bien les jeux vidéo, contrairement à Paul. Paul t'arrêtera peut-être, mais moi ça va. Paul, tu coupes pas. Non, je couperai pas. Comme les juges dans les séries américaines, I'll allow it. Donc, figure-toi que moi aussi j'aime bien ça. Et ces derniers temps, j'ai réussi à dégager un petit peu de temps pour revisiter des vieux classiques sur l'émulation Nintendo Switch Online. Et, c'est légal. Je me suis relancé dans une partie endiablée de Banjo-Kazooie avec l'objectif de pouvoir enfin, après 24 ans, jouer pour de vrai à Banjo-Tooie, la fameuse suite qui était sortie 2 ans plus tard, et dont je n'avais jamais vu que les 10 premières minutes, à l'occasion de lancer la console chez un copain. Sauf que c'est le genre de jeu où tu peux pas juste lancer la console chez un copain et espérer en faire une expérience qui a du sens, de la même manière que je connais très bien les 10 premières minutes de Final Fantasy VIII, et aucune chance dans ces conditions d'en voir beaucoup plus. Je vois. Et alors, du coup là je suis en plein dans Banjo-Tooie, et je pense que j'en ai suffisamment vu pour me faire une opinion sur ce que cette série de 2 jeux, hein, on parlera pas du jeu maudit de 2008, Banjo-Kazooie Nuts and Bolts sur Xbox 360. J'allais dire, et voici donc déjà la hot take arrivée. Banjo-Tooie, c'est de la merde, je retourne jouer à Nuts and Bolts. Salut les nazes. Non, du coup, non, vous l'aurez bien compris, ça n'est pas ça. Surtout que, les hot takes, j'essaie de faire quand même un peu plus que... ah oui, ce truc populaire, en fait, c'est nul, j'ai pas raison, la team. Jouer à Yooka-Laylee, c'est mieux. Personne, jamais. Ouais, alors cela dit, Yooka-Laylee, peut-être plus fidèle à l'esprit de Banjo-Tooie qu'on aurait bien voulu le dire au départ, hein. Mais on va y revenir. Donc, qu'est-ce que toi tu connais de cette sémillante série de jeux développée par l'éditeur anglais Rareware, et sortie à l'origine sur Nintendo 64, qui a ensuite été porté sur Xbox 360 quand Rare a été racheté par Microsoft, et qui ont une réputation assez marquée. Voilà, assez peu de choses en réalité. Déjà toute la période N64 mais vraiment tombée des mains. J'ai eu une Nintendo 64, mais je l'ai pas eu assez longtemps pour y jouer. Soyons clairs. Je sais qu'il y a un ours, je sais qu'il y a un piaf, je sais qu'il y a une sorcière moche, je sais qu'il y a une BO pas ouf, il y a des pièces de puzzle à ramasser. C'est du collectathon, pas un truc qui me fascine de base. Mais ça s'arrête là. Ma connaissance de ces jeux-là s'arrête littéralement là. Oui, c'est un résumé qui est probablement assez proche de ce que notre auditorat aura réussi à
invoquer dans sa propre mémoire. Dites-nous sur le Discord ce que ça évoque pour vous, Banjo et Kazooie. Nice call to action. Oui, on est pro, on n'est pas. Moi, le premier Banjo-Kazooie, je me l'étais fait prêter par je ne sais plus quel copain quand j'étais petit et je l'avais bien aimé. J'avais trouvé que c'était une chouette expérience à dérouler au fur et à mesure. Et en y rejoignant, je dirais comment comment mon opinion a évolué, mais ça n'a pas été désagréable d'y rejouer en tout cas. J'avais aussi à l'époque, je m'étais fait offrir pour mes 12 ans Donkey Kong 64, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais qui pour le coup, lui, c'est vraiment le jeu de tous les excès en termes de collectatons, où notamment, tu joues 5 singes différents, tous les trucs attrapables ont des couleurs différentes en fonction du singe qui doit y aller, et il y a tout en x5 dans les niveaux, parce que tu dois refaire tous les niveaux avec tous les singes à chaque fois, quoi. Et si tu joues à ça dans un état de flux, bah ça passe, mais si tu t'arrêtes 2 secondes pour réfléchir à ce que tu es en train de faire de ta vie, pendant que tu marches sur les mains avec l'orang-outan clown pour monter les pentes, tu peux faire une petite crise existentielle, quoi. Et ça va être intéressant de voir à quel point la série des Banjo-Kazooie, qui est donc le même développeur, à la fois porte les graines des erreurs que Donkey Kong 64 a commises, et parfois a ses propres errements qu'on n'a pas vu venir si on s'est arrêté à Donkey Kong 64. Ok. Je sais pas si toi tu as eu l'occasion de voir ou d'entendre parler de Donkey Kong 64. Surtout d'en entendre parler. Là, pour le coup, j'avais pas l'expansion pack sur la 64 que j'ai eu brièvement, donc autant te dire, DK64. Alors ça marche. Petite anecdote, le jeu était fourni avec un expansion pack sans surcoût, parce que, et ça on l'a su plus tard, à l'époque le marketing c'était ah ouais, le jeu il est tellement grand, il y a tellement de trucs dedans, il fallait l'expansion pack pour qu'il y ait assez de RAM dans la console pour pouvoir contenir tout le jeu, quoi. La vérité est tout autre, parce que Donkey Kong 64, alors je dirais pas que c'est un jeu moche, mais en 1999, avec expansion pack sur la Nintendo 64, les développeurs de jeux vidéo savaient faire mieux que ça. Donc c'était pas une question de ah ouais, tu mets le jeu en haute définition, en haute résolution, pas en haute définition, en haute résolution, comme avec Turok 2 par exemple, où c'est le jour et la nuit quand il joue avec ou pas l'expansion pack, ou même Majora's Mask qui lui se servait de l'expansion pack parce que t'avais quand même ce système de chrono où le monde entier avait son propre emploi du temps qui tournait en direct pendant les fameuses 72 heures que t'avais pour sauver le monde. Donc il y avait des bonnes raisons matérielles à avoir besoin de l'outil. Non, Donkey Kong 64, le truc c'est que en test, il y avait un bug qui se déclenchait aléatoirement et qui déglinguait complètement le jeu. Chez Rare, ils n'ont pas trouvé d'où ça venait, mais quand il y avait un expansion pack dans la Nintendo 64, le bug n'arrivait pas. Incroyable. Donc techniquement, le jeu pourrait tourner si ce n'est pour un bug qui nécessite... C'est un bug indétecté et inexpliqué. Incroyable. Incroyable. Le petit artisan du jeu vidéo. Ah, mais donc bon. On va revenir sur Banjo-Kazooie. Donc voilà, on joue l'ours Banjo et son ami Kazooie, l'oiseau. Les deux sont apparemment colocataires et vivent dans la maison de Banjo.
Et puis un jour, la petite sœur de Banjo, Tootsie, se fait kidnapper. Colocataire, absolument. Voilà, écoute, dans la mesure où Kazooie est quelqu'un de pas super agréable, je suis pas sûr que Banjo soit amoureux d'elle, mais Écoute, bah ça, il en faut pour tous les goûts. ah si ça se trouve ils ont bref, restons. N'allons pas plus loin. Revenons-en à nos moutons. Donc la méchante sorcière Gruntilda qui habite littéralement à 50 mètres de chez Banjo capture la petite sœur Tootsie de Banjo pour lui voler sa beauté. Et Banjo doit du coup s'introduire dans le château de Gruntilda pour retrouver sa sœur et la libérer de l'emprise de la méchante sorcière. Et alors, la progression dans le château, en fait, elle se fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire que il y a des obstacles que tu ne peux pas franchir. Pour franchir ces obstacles, il faut que tu apprennes des nouveaux mouvements. Pour apprendre ces nouveaux mouvements, tu dois aller dans des niveaux. Et pour aller dans des niveaux, il te faut des pièces de puzzle. Ok. Donc, tu récupères des pièces de puzzle dans les niveaux. Il y a 10 pièces de puzzle par niveau. C'est très structuré. Il y a 100 notes de musique. Les notes de musique servent à ouvrir certaines portes. Donc, en fait, c'est des seuils à franchir pour continuer d'avancer dans le château. Et donc tu as ce cycle notes de musique, pièces de puzzle, mouvement qui te fait petit à petit découvrir des nouveaux environnements, des nouvelles manières de jouer, des nouvelles combinaisons de touches. Le jeu est bien pensé autour de la manette Nintendo 64 et elle utilise bien les différents boutons pour faire des actions différentes au personnage. Ça se passe assez bien. Il n'y a pas trop de problèmes de jouabilité dans le sens où on te demande de faire du platforming dégueulasse avec des commandes qui répondent pas. Les commandes répondent la plupart du temps suffisamment bien pour faire ce que tu as envie de faire. Ok. Et quand il y a des trucs frustrants, bon, c'est frustrant, mais ça se voit que c'est difficile. Tu vois ce que je veux dire? Je vois Donc, l'idée. tu t'attends pas à réussir du premier coup, et quand tu te rates, tu te dis ouais bon, ok, c'est un passage difficile. C'est pas frustrant parce que, je sais pas moi, parce que les sauts sont mal paramétrés ou les plateformes sont mal rapprochées. Tu le vois tout de suite. Voilà, Quand tu rentres dans le truc, tu fais ouah, ouf. Ok, là on va en chier. Ouais, tu te tapes pas la tête contre le mur en te disant putain, ça ça a pas l'air, et en fait c'est dégueulasse quoi. Non, on n'en est pas là. Et l'enchaînement, je trouve plutôt bien. À l'intérieur des niveaux, pour récupérer les pièces de puzzle, faut faire des petits challenges, aider un dauphin coincé sous l'ancre d'un bateau, rapporter les cadeaux de Noël à une famille d'oursons, faire la course avec un crocodile à qui va manger le plus de bestioles. Ah oui, parce qu'on peut aussi se transformer à l'aide du personnage problématique de Banjo-Kazooie, Mumbo Jumbo, qui est un sorcier qui porte un crâne humain en guise de masque et qui parle en homme des cavernes. D'accord, oui, effectivement. On voit bien les contours de la problématique. On voit les contours de la problématique, exactement. Donc voilà, il y a des transformations. Parfois, on peut sortir du niveau transformé et découvrir des petits secrets à gauche à droite dans le château. Donc c'est vraiment bonne ambiance. Les transformations, elles sont cool. Tu peux te transformer en fourmi, en abeille, en citrouille, en crocodile, en phoque. Et les niveaux, même eux, ils sont assez bien pensés parce qu'il y a des trucs il y a des trucs ultra standards. Genre le premier niveau, c'est de la plaine verdoyante avec des petites collines et des petits animaux mignons. Et puis t'as des trucs beaucoup plus conceptuels où tu vas par exemple dans le broyeur d'ordures de la sorcière, qui est un requin géant en métal
à l'intérieur duquel tu entres pour récupérer des pièces de puzzle. Donc il y en a pour tous les goûts. Et en général, tu passes entre une demi-heure et 1 heure dans chaque niveau pour tout récupérer. Donc normalement, il y a pas ça ne overstay pas son welcome, tu vois. Il y a quasiment pas besoin de revenir en arrière pour refaire un tout autre niveau. Il y a un enchaînement où il faut faire le niveau 4 puis prendre un pouvoir dans le niveau 5 pour faire la dernière pièce de puzzle du niveau 4. Franchement, ça va quoi. Dit comme ça a l'air raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Moi, j'ai passé un bon moment sur Banjo-Kazooie, à part le dernier boss sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Je sais pas trop ce qu'il aurait venu à l'idée parce que jusque-là, le jeu, c'est pas trop son délire les boss. Et tout à coup, c'est un vrai bon gros combat de boss, quoi. Mais voilà. Ensuite, la bande son tellement décriée de ce cher Grand Cœur Cope. Bon, je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cuivre et pas toujours utilisé très subtilement. Mais ça colle vachement bien à l'ambiance et en jeu ça marche bien. Moi par exemple je me rappelle le niveau 8 où t'es dans un port industriel et il y a un tanker au milieu et il y a une mécanique assez folle où l'eau est polluée et du coup tu récupères pas d'air quand t'es à la surface, il faut vraiment sortir de l'eau pour pouvoir de nouveau respirer. Ouais. Et ce niveau-là, la musique, elle est vraiment ultra quelconque quand tu l'écoutes en dehors du jeu, mais en jeu, elle marche super bien avec la manière dont tu te déplaces dans le niveau et l'ambiance générale qui se dégage. Donc moi, pour moi, Grand Cœur Cope, je comprends pourquoi on peut ne pas aimer ce qu'il fait, mais je trouve qu'il a rendu une copie tout à fait honorable sur Banjo-Kazooie. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais ça fait le taf. Ah, tu noteras que moi j'ai surtout dit pas ouf. C'est mon opinion assez personnelle mais assez définitive sur le sujet. C'est pas ouf. Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Il y a 2-3 trucs. Il y a 2-3 trucs que je trouve un peu ouf. Notamment, la Nintendo 64, elle avait cette capacité de musique adaptative où les arrangements changeaient complètement selon l'ambiance dans laquelle tu te trouvais, mais c'était la même mélodie parce que c'était le même niveau. Et sur ça, il s'est vraiment fait plaisir et ça marche très très bien. Par exemple, la musique de l'antre de la sorcière, bah il y a plein de versions différentes selon les sections du château dans lequel on est. À chaque fois, c'est carré avec l'ambiance et la mélodie elle-même, elle est suffisamment forte pour pas en avoir marre au bout de 10 minutes de jeu. Donc moi je suis ressorti de ce Banjo-Kazooie assez satisfait. À part ce dernier boss qui est vraiment dur, mais je le savais parce que j'avais déjà fini le jeu, donc j'étais pas non plus complètement perdu. Et ça m'a donné de bon espoir pour Banjo-Tooie parce que un des arguments de vente de Banjo-Tooie, c'est ça reprend là où Banjo-Kazooie s'est arrêté et tu commences le jeu avec la même palette de mouvements que tu as dans Banjo-Kazooie et tu découvres des nouveaux mouvements dans le jeu. Alors, qu'en est-il? Je sens, parce que quand ça commence comme ça, il y a un mais. Où est le mais? Where's the poop, meet la meat? Where's the poop? Le poop, il est dans le fait que je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête. Mais tu vois, Banjo-Kazooie, c'est un jeu qui est assez compact. Les environnements sont très contenus. Il y a beaucoup de choses dans les niveaux, mais la sensation qu'il y a beaucoup de choses dans les niveaux vient aussi du fait que le périmètre du niveau est bien délimité, qu'il n'y a pas 1 million d'endroits où aller dans un niveau, et que du coup, tu ramasses beaucoup de choses en chemin naturellement vers la prochaine activité. Il y a
il y a pas de morceau inutile, il y a pas de vide dans Banjo-Kazooie. Mhm. Banjo-Tooie, je sais pas s'il y avait s'il y avait des soldes à l'usine de Polygone quand ils ont décidé de le faire. Je sais pas s'ils ont eu un pack de textures HD pour pas cher chez un modeur chez Steam des années avant que Steam existe, mais ils se sont dit allez, on va tout faire 2 fois plus grand. Ça, oui, c'est peut-être pas, enfin, sans changement de génération, c'est peut-être pas une idée géniale en vrai. Et donc tout est 2 fois plus grand, et en plus, les items se ramassent non plus un par un en formant des petits chemins et des formes rigolotes et des petits challenges de platforming comme dans le premier jeu, mais dans des petits paniers et vendus en lots larges. Par exemple, les notes de musique où il y en avait 100 par niveau dans le premier jeu, bah, il y en a toujours 100 par niveau dans le deuxième jeu, mais ce sont pas 100 notes de musique individuelles où il faut faire des chemins pour les trouver. C'est un gros paquet de 20 notes de musique et 16 paquets de 5 notes de musique dans un environnement 2 fois plus grand que le niveau moyen de Banjo-Kazooie. Et là, tu te dis, mais pourquoi pourquoi faire plus grand avec moins de trucs à ramasser? Une limitation technique, peut-être. Alors, bon, Ah, après, mais au-delà de ça, il n'y a pas de bonne raison. Si ta question rhétorique amène à quelle est la raison intrinsèque de, genre, quel raisonnement amène à, pardon, il n'y en a pas. Non, il y en a pas, Par on est contre, d'accord. Tu si vois, c'est quelle est la raison intrinsèque, là, oui, on peut dire, potentiellement, peut-être, un problème à la technique. Ça oui, mais c'est un n'excuse peu rien. bizarre parce que c'est le deuxième jeu. Eh oui. C'est le deuxième jeu, tu vois. Et un autre truc bizarre, c'est que dans le premier jeu, il y avait légèrement, c'était pas non plus insoutenable, mais il y avait une question de gestion de ressources. Parce que quand tu pouvais t'envoler, ben ça consommait des plumes. Tu pouvais faire des trucs avec des œufs, mais ça consommait des œufs. Et tu pouvais, à partir du troisième monde, devenir invincible, mais ça consommait des plumes d'or. Et c'était pas forcément évident que tu avais toujours un stock infini d'œufs, de plumes et de plumes d'or. Ok. Dans Banjo-Tooie, les paniers qui te donnent des paquets de chacune de ces ressources se régénèrent. Tu veux dire qu'une fois que tu l'as ramassé, tu peux revenir le chercher un peu plus tard, au même endroit? Ouais. Ah ouais. Sans avoir besoin de sortir du niveau. Les ennemis respawnent aussi, ce qui veut dire que si t'es en galère de points de vie, tu peux juste attendre que les ennemis reviennent pour les tuer, mais ça veut aussi dire que tu peux pas nettoyer la map et t'attaquer ensuite au platforming. Ça a l'air d'être une sacrée idée de con, ça. Ouais, c'est bizarre, hein. Et donc, Oui. il y a un peu un symptôme 2 fois plus grand, 2 fois plus chiant, en fait, dans ce Banjo-Tooie. Ouais, là, de ce que tu m'expliques, c'est oui, le sentiment clair qui en ressort. Hein. Et en plus de ça, je t'avais dit que dans le premier jeu, on pouvait faire les niveaux d'une traite et à une exception près, c'était pas la peine d'y revenir. Hein. Là, non seulement il faut revenir dans les niveaux plus tard avec des nouveaux pouvoirs pour attraper des pièces de puzzle que tu pouvais pas avoir du premier coup, mais en plus, il y a certaines pièces de puzzle où c'est pas clair si c'est moi qui ai pas encore trouvé le pouvoir pour revenir plus tard, ou si je suis juste trop con pour comprendre où ils veulent en venir avec leur énigme. Et deux, mon capichef. Parfois les deux. Parfois les deux. Alors en plus, ils ont rajouté dans le problématique, puisque il y avait donc le sorcier Mumbo Jumbo qui vivait dans un crâne, qui avait un crâne en guise de masque, et qui parlait en homme des cavernes. Ouais. Mais il y a un deuxième magicien qui peut te transformer contre des ressources dans Banjo-Tooie, qui est une... alors, je vais...
Je vais le dire, je vais le dire en peu de mots. Je sais qu'on n'est plus censé le dire comme ça, mais je vais le dire en peu de mots parce que je pense que eux-mêmes ils y ont pensé en peu de mots. C'est une indienne sexy qui s'appelle Unga Bunga et qui parle aussi en homme des cavernes. Stop. Stop. C'est-à-dire c'est 2 fois plus grand, 2 fois plus chiant, 2 fois plus problématique. Magnifique. Euh, J'ai envie de crever et très... Elle est là. Et en ce qui concerne les nouveaux pouvoirs et les nouvelles capacités de Banjo et Kazooie, dans le premier jeu, les pouvoirs t'étaient donnés par une taupe Ouais. qui avait qui se disputait gentiment avec Kazooie, ça aimait pas trop les deux, ils se cherchaient un peu des noises dans les dialogues, c'était mignon quoi. Mhm. Ce personnage meurt dans la cinématique d'intro. Il est mort. Marre. Ça de dommage. Mort. Marre. Et il est remplacé par une taupe militaire qui t'explique que les mouvements que tu as appris dans le premier jeu étaient des mouvements de débutants et que là tu allais apprendre les mouvements de professionnels. Les mouvements de professionnels étant Peur. la capacité de tirer des œufs en vue à la première personne. Des nouveaux œufs à tirer. D'accord. La capacité de tirer des œufs quand tu voles. Ok. Je soupçonne, je l'ai pas encore vu, mais je soupçonne la capacité de tirer des œufs sous l'eau. D'accord. Une amélioration du saut rodéo que tu avais déjà dans le premier jeu, où tu restes appuyé sur le bouton et c'est plus puissant. Donc on n'est pas du tout sur des nouveaux mouvements en réalité. Non, vraiment pas. On est sur de l'arnaque pure et simple. Ah là, c'est de l'escroquerie, oui, il y a pas d'autre terme, hein. C'est Ah, c'est de l'escroquerie. de la violente escroquerie même. En plus de ça, il y a des trucs qui sont présentés comme des nouveaux pouvoirs, qui ne sont en fait pas des nouveaux pouvoirs, mais des gameplays différents, puisque, savais-tu Vincent, que Banjo-Tooie était un fast FPS Doom-like. C'est donc ça la hot take. Il y a des séquences de jeu à la première personne où Banjo tient Kazooie comme un fusil, Ok. et certains des pouvoirs que tu apprends, c'est de pouvoir tenir Kazooie comme un fusil à la première personne dans ces séquences-là, et de pouvoir appuyer sur B pour utiliser le bec de Kazooie comme une baïonnette. Et ce ne sont pas mes mots à moi, ce sont les mots du jeu. Waouh. Il y a un moment où tu es dans une mine, et où tu dois désamorcer des bâtons de TNT en tapant dessus avec le bec de Kazooie, mais sans leur tirer dessus, sinon ils explosent. Et tu as 200 secondes, je crois, pour trouver les 15 et les désamorcer les 15 après avoir dégommé le premier bâton de TNT. Je suis allé voir un plan sur internet de où étaient ces bâtons de TNT de ces morts dans ce labyrinthe en vue à la première personne de ces morts sans plan dans le jeu pour passer cette épreuve qui m'a valu la mirobolante récompense de 1 pièce de puzzle. Ok. Sachant que tu n'es pas censé tirer sur les bâtons de dynamite parce que sinon ils explosent, mais il y a aussi des ennemis normaux dans le labyrinthe qui eux t'attaquent et que tu aurais envie d'abattre en tirant dessus. Pas nécessairement un mauvais game design en soi, le fait de devoir jongler avec les capacités pour s'en sortir, mais alors quelle immense galère, alors que moi j'étais là pour faire des saltos et des doubles sauts. Ouais. Ouais, peut-être un petit peu beaucoup pour un platformer sur une console qui ne dispose que d'un seul stick analogique, qui plus est. Oui. Alors, bon, la Nintendo 64 était coutumière du fait, se servir des boutons C pour contrôler la caméra, ça se faisait depuis Mario 64, et avec le temps, c'était quand même une technologie qui était maîtrisée. Donc là, dans Banjo-Tooie, ça va. La caméra, ça va.
C'était pas pour autant excessivement agréable à faire, hein, de mémoire. Ouais, j'allais dire, tu peux toujours appuyer sur R pour remettre la caméra derrière toi, mais dans Banjo-Tooie, tu es obligé de rester appuyé sur R. Sais-tu pourquoi tu es obligé de rester appuyé sur R pour remettre la caméra derrière toi, Vincent? Non, mais je sens que je vais bientôt le savoir. Parce que si tu fais une simple pression sur R, tu ouvres le sous-menu de sélection du type d'œuf que tu vas tirer. Et ensuite, tu dois réappuyer sur R autant de fois qu'il le faut pour défiler dans le menu. Ah Parce qu'ils putain. étaient à court de boutons. J'ai pas les mots. Ah, mais moi non plus, contrairement à Alex de Sheriff Aluna, je n'ai pas les mots. Non, mais en fait, ce que moi je constate, c'est qu'avec ce Banjo-Tooie, en fait, Rare, ils se sont sentis pousser des ailes. Des ailes parce qu'il y a un oiseau. MDR. Dites-nous sur le Discord si vous aimez ce genre de jeu de mots. Dites-nous surtout si vous êtes MDR. C'est important. Si vous êtes XPTDR aussi. Et en fait, je pense qu'ils se sont dit, allez, on va faire une espèce de medley maxi best-of de la Nintendo 64. On va faire tous les jeux de la Nintendo 64 en un. À tout moment, je m'attends à devoir faire du snowboard ou du jet ski dans Banjo-Tooie à partir de maintenant. Et c'est du coup ça va être ma première hot take parce qu'il y a une hot take secrète qui viendra après. Oh mon dieu, le secret level, le bonus level. Finalement, ce Banjo-Tooie, est-ce que ce serait pas un petit peu la graine qui, en germant, a donné naissance au jeu en monde ouvert à la Ubisoft? Parce que tu peux aller partout, il y a plein d'activités différentes, tout est un peu chiant, il y a beaucoup de vide, c'est trop grand par rapport à ce qu'il y a à faire. Il manque que les postes d'observation en hauteur pour débloquer la carte et on y est. Hein. Est-ce que tu veux dire que ce serait un peu une espèce de précurseur à nos jeux Eurojank? Ah bah aussi, sachant que Rare est une entreprise britannique, on est dedans. Hein. Bien sûr, hein. Écoutez l'épisode sur l'Eurojank. Et oui, écoutez l'épisode sur Eurojank, c'est un excellent intervenant qui présente une très bonne hot take. Pas du tout quelqu'un de présent aujourd'hui, c'est faux. Absolument pas. Mais on le salue. Hein, on le salue s'il nous écoute. Salut à toi. Tout à fait. Dis-nous sur le Discord si tu as aimé cet épisode. Et l'absurdité est présente. Hein. Dites-nous sur le Discord si vous avez rempli la fiche de bingo. Oui, dites-nous, hein, dites-nous. Dites-nous sur Discord si vous en avez marre. Hein. Clignez 2 fois des yeux si vous êtes en danger. Venez sur le Discord pour noter les call to action de Mythe. Et donc, bon, je pense que je vais prendre mon temps pour le finir, mais je vais le finir quand même. Mais waouh, c'était assez inattendu de voir le grand écart en surface invisible entre ce premier Banjo-Kazooie qui pose les jalons un petit peu avec Mario 64, mais Banjo-Kazooie a posé plus sérieusement les jalons du collectathon, comme on l'a appelé, ce sous-genre de jeu de plateforme où il faut ramasser plein de trucs. Sachant que dans Banjo-Kazooie, t'as pas le sentiment que c'est une corvée. Alors que souvent collectathon, c'est un terme un peu péjoratif pour souligner le sentiment de corvée quand tu le fais. C'est pas le cas dans le premier jeu. Ouais, donc, c'est exactement ça. Hein. Quand on dit collectathon, on pense à ce genre de jeu bien particulier où tu lances ta casquette pour sauter dessus et où tu fais « Ah, chouette, une lune. Waouh !» Ah bah, je vois que les hot takes sont sortis. Ah mais c'est les mid-range là, hein. C'est comme on disait tout à l'heure. Ouais, non mais... on tire au pistolet à eau là, c'est oui, tiède. Non mais attends, si on veut parler de Mario Odyssey, c'est un jeu qui est sorti sur Switch. La Switch, elle avait comme objectif d'être
à la fois une console de salon et une console portable, avec l'idée que pendant les courts trajets en transport en commun au Japon, les consommateurs japonais auraient une expérience de jeu satisfaisante, même s'ils sont entre deux rames de métro. Et donc, qu'il y ait une lune tous les 3 pas dans Mario Odyssey, c'est cohérent avec cet objectif de game design, même si ça peut avoir un côté un peu corvé, ouais. Toute blague à part, moi c'est juste ce côté de ramasser des lunes à la chaîne qui m'avait fait un peu halluciner, on va dire. Quelque part entre rire jaune et un peu halluciné, genre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Mais le reste, après, derrière ça, il y a un jeu qui est quand même relativement solide. Faut pas abuser. Alors que bon, Donkey Kong 64 et ça vient de quelqu'un qui aime Donkey Kong 64. Hein. J'aime le jeu, mais je peux pas le recommander à quelqu'un, c'est pas possible, tu vois. Et c'est vraiment un collectathon. Alors que Banjo-Kazooie, pour moi, c'est un jeu de plateforme en 3D. Et c'est une exécution intelligente de ce que peut être un jeu de plateforme en 3D, tu vois. Ok. Donc la surprise a été d'autant plus grande. Et avec en plus la promesse de étendre le jeu. Et en fait, non. Le mieux est l'ennemi du bien et il peut y avoir trop d'une bonne chose. Mais le truc, c'est que Banjo-Tooie n'est pas le seul jeu à être un précurseur d'une aventure moderne du jeu vidéo sujette parfois à controverse. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux dernier boss de Banjo-Kazooie. Et j'aimerais qu'on y revienne un petit peu. Reviens-y, grand fou. Donc dans Banjo-Kazooie, je compte dans ma tête. C'est du très très bon podcast, tu vois, c'est vraiment de la bonne radio, le mec qui compte dans sa tête tout seul quand il abrutit. Extrêmement radiologique, là, on y est là. On y est. Il y a combien de boss dans Banjo-Kazooie? Il y en a un dans le monde de la plage. Il y a quelques arènes de combat contre une nuée d'ennemis dans quelques autres niveaux, mais c'est pas vraiment des boss. Il y a un boss dans le niveau du tanker. Donc quand t'arrives au dernier boss, la sorcière, tu as fait 2 boss franchement anecdotiques et quelques arènes de combat. Ok. Juste avant le dernier boss, tu as un jeu de plateau avec des mini-jeux et des quiz pour voir si t'as été attentif pendant que tu jouais. C'est bon enfant. Franchement, c'est bon enfant. Le seul truc, c'est qu'il y a des questions sur la vie personnelle de la sorcière, et pour avoir les réponses, il faut avoir déniché dans son château sa sœur, la bonne fée, qui te dit les trucs qu'elle faisait quand elle était enfant. Okay. Mais bon, c'est en plus en émulation avec des save states, voilà, les quiz, on s'en fout un peu. Donc moi, je salue l'idée. C'est une épreuve qui est pas si mal pensée par rapport au reste du jeu. Et ensuite, t'as un faux générique de fin. Et la petite sœur de Banjo dit, mais vous avez pas fini le travail là, la sorcière elle s'est enfuie. Et donc tu fais un dernier puzzle de 25 pièces, sachant que en tout il y en a 100 dans le jeu, donc il faut pas non plus trop passer à côté. Et tu sautes dans un chaudron qui te catapulte sur le toit de la sorcière, enfin le toit du château, et là c'est la confrontation finale au sommet du château de la sorcière. C'est la lutte finale. C'est la lutte finale. L'international sera le genre humain. Évidemment. Votez à gauche. Hein. Dites-nous sur le Discord si vous votez à gauche. Et donc, le combat commence. Voilà, la sorcière elle est sur son balai. Elle fonce sur toi, genre 2 fois, et ensuite son balai fait un bruit de panne d'essence et tu dois l'attaquer à ce moment-là. Ensuite, elle t'attaque 3 fois puis 4 fois. Donc toi, tu l'as piqué 3 fois avec le bec de Kazooie.
Ok, bon. C'était la première phase. Bon, admettons. Deuxième phase, elle se met à voler hors de portée de tes attaques physiques. Tu dois attendre la pause entre les projectiles pour tirer des œufs avec Kazooie sur elle en visant un petit peu. Bon. C'est le gameplay du jeu, pourquoi pas, admettons. Au bout de 3 séquences de tir d'œufs, cette phase se termine. Troisième phase, elle se met à voler trop haut pour que tu puisses les tirer dessus avec tes œufs, parce qu'on n'est pas dans Banjo-Tooie, tu ne peux pas tirer d'œufs en vue à la première personne et tu ne peux pas tirer d'œufs en volant. Donc, il faut t'envoler avec la plateforme de lancement qui apparaît à ce moment-là et utiliser l'attaque où tu fonces en ligne droite comme un connard sur une bonne quinzaine de mètres sans pouvoir t'arrêter. Donc, tu dois très très bien viser pour toucher la sorcière dans cette phase-là. Et quand tu la touches 3 fois, c'est fini. Pour la troisième phase. Ça n'en finit jamais. Parce que maintenant, elle est toujours sur son balai, mais elle a un bouclier qui fait que tu ne peux plus l'attaquer avec Kazooie. Apparaissent des statues aux 4 coins de l'arène que tu dois remplir avec des œufs une par une, et chaque statue libère une petite créature mignonne, un Jinjo. Dans chaque niveau, tu devais attraper des Jinjo et les libérer, et là, les Jinjo t'aident à combattre la sorcière. Les Jinjo, ce sont des espèces de bestioles avec un long nez pointu, et eux, ils peuvent casser le bouclier de la sorcière. Donc, la sorcière, elle commence à être un peu vénère. Les projectiles pleuvent littéralement, et toi, tu dois t'aligner avec la petite ouverture sur le socle de chacune des statues pour tirer des œufs dedans. Mais voilà, tu as libéré tes 4 Jinjo. Ils ont fait sauter le bouclier de la sorcière, et elle tombe de son balai. C'est la fin de la 4e phase. Puisque maintenant, la sorcière n'a plus son balai, mais elle a toujours son bouclier. Elle monte sur les créneaux du château, et elle commence à te tirer dessus comme si on était dans un bullet hell. Je vais câbler, mec. Et donc là, elle te tire vraiment beaucoup de boules de feu dessus, et entre les boules de feu normales, il y a de temps en temps une boule de feu à tête chercheuse où tu dois déclencher une invincibilité pour ne pas perdre de points de vie. Genre, c'est littéralement la seule chose que tu peux faire. Je câble. Apparaît au centre de l'arène la statue de Jinjonator, un Jinjo géant qui est là pour asséner le coup final à la sorcière. Et qui a une ouverture sur chacun des 4 côtés de son socle que tu dois remplir avec des œufs. Donc pour cette dernière phase, tu dois esquiver les projectiles normaux de la sorcière, te rendre invincible au bon moment quand le projectile à tête chercheuse arrive, profiter du répit pour tirer des œufs et j'espère pour toi que t'es bien aligné avec le trou pour remplir une des 4 phases du Jinjonator. Et enfin, après ces nombreuses épreuves, Jinjonator est libéré, et en utilisant le pouvoir de tous les Jinjo, il assène le coup fatal à la sorcière qui tombe du toit de son château. Ah oui, si tu tombes du toit du château, tu perds une vie et tu dois recommencer. Parce que c'est très très haut. Et dans la phase où tu dois monter sur les créneaux pour tirer des œufs sur la sorcière, c'est tout à fait possible de se retrouver à tomber. Hein. Et si tu meurs à n'importe quelle phase, il faut évidemment recommencer le combat depuis le début. Donc la sorcière tombe, il y a un gros bloc de pierre qui lui tombe dessus, elle est coincée sous son bloc de pierre, elle n'arrive pas à en sortir, tout le monde est heureux. Mais c'est quand même un peu doux amer comme fin, parce que waouh, on était dans ce jeu à l'ambiance bon enfant, pas très difficile, et soudain tu as ce combat de boss complètement hors de propos, Ouais. avec les grosses trompettes de Grande Cœur Cope qui te hurlent dans les oreilles pendant tout le temps du combat.
C'est vraiment très très agréable. Et je me dis que finalement, tu vois, Banjo-Kazooie a aussi expérimenté avec les genres de jeux, puisque, et c'est ma deuxième hot take, ce boss, c'est un peu un boss de Dark Souls. Vu le nombre de phases d'action à faire et la difficulté grandissante entre les phases, et le fait que tu reprennes de Z si tu te rates, à un moment, je crois qu'il faut qu'on accepte. Hein, c'est le comité s'est réuni, le comité valide. Le comité valide. Écoutez, moi, voilà, je pense que Hidetaka Miyazaki était un grand fan de Banjo-Kazooie. Et qui s'est dit, vous savez ce qu'il faudrait dans un jeu vidéo? Il faudrait plus de ça. Moi, je te dis, il a un tatouage de Banjo et Kazooie sur la fesse gauche. Ça me paraît Obligé. évident. Ça Obligé. me paraît obligé. Ah, bordel. On voyage, hein. On voyage. Oui. Mais d'ailleurs, le Sif, le loup géant qui a une épée dans la gueule, ne serait-ce pas un peu une métaphore de cet ours qui manie un oiseau comme une baïonnette? Un hommage caché? Je pense que ça va être le visuel de l'épisode. Je vais prendre celui de Dark Souls et remplacer l'épée par Kazooie. Ah, vas-y. Go for it, mec. Hein. Fais-le. Do it. Bon, du coup, honnêtement, moi, je vous recommande de jouer à Banjo-Kazooie, quitte à faire le dernier boss sur YouTube, parce qu'on va pas se mentir, la vie est trop courte. Mais le reste du jeu, franchement, ça va. Eh ben, écoute. Bon, par contre, je peux pas vous recommander Donkey Kong 64, et à mon avis, je vais pas avoir une très bonne opinion de Banjo-Tooie quand je l'aurai terminé. Stay tuned pour un deuxième épisode. C'était pire que ce que je croyais. Venez voir sur le Discord si Mitlamit a donné son avis sur Banjo-Tooie. Il faut jouer Freebird dans la version Guitar Hero de Nintendo 64 sur Banjo-Tooie pour faire le dernier boss. Oh. Quel enfer, putain d'enfer. Ah, mais incroyable. Et oui, voilà. Donc, bah, écoute, Vincent, j'espère que tu as apprécié ce voyage. Putain, oui. Alors là, comme disait André Dussolier dans un film que j'aime beaucoup, je suis bien content d'être venu. Quelle aventure. Et donc, bah, toi, on te retrouve tous les 15 du mois dans Pragmastic. À peu près. À un ou deux jeux près par an, mais oui, dans l'esprit. Ah, quand il n'y a pas de karaoké, évidemment, le jeu. S'il n'y a pas de karaoké, s'il n'y a pas Kojima, s'il n'y a pas tout un tas de choses. Si c'est pas assez japonais. Tout de suite, la réputation, quoi. Bon. Tout de suite. Est-ce que c'est faux? Pas forcément. Est-ce que c'est vrai? Pas forcément. Voilà, qu'est-ce qui est... Au contraire, je dirais que... Est-ce que tu dirais que tes goûts en jeux vidéo sont un petit peu entre tradition et modernité? Mais merde. Vraiment, quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu écouter mes élucubrations à propos de nos développeurs de la perfide Albion. Écoute, avec plaisir, Mythe. Je vous rappelle que Texas Lover est un podcast studio cartoncé. N'hésitez pas à aller écouter les autres émissions du réseau. Il y en a beaucoup maintenant, donc on va en citer au pif. Cette fois-ci, je vous cite Roll You Fool avec Sectaire et son acolyte Steer. Il parle de jeux de rôle, c'est vachement bien. C'est très très bien en effet. Foncez. Voilà. Imaginez mon émission, mais au lieu d'avoir des opinions éclatées, ils font des recherches et ils parlent ils savent de quoi ils parlent. Ah. Du coup, ça enlève tout le fun. Ça enlève tout le fun. c'est pas ouf en fait. Bizarre. Non, allez-y. Et puis allez-y. Je crois que tout le monde est sur Blue Sky maintenant, ou presque. Beaucoup de gens, hein, en tout cas. Ouais. Avant que ça devienne le prochain réseau social de l'enfer, mais bon, on n'y est pas encore. Et puis, on est aussi sur Insta, quand je pense à faire des mises à jour.
Retrouvez-nous sur le Discord, on l'a déjà dit suffisamment de fois. Envoyez-moi un mail à hottakes.slowburn@gmail.com pour dire à quel point vous avez apprécié cette hot take. Vous pouvez aussi laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast de prédilection, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve le mois prochain. D'ici là, je suis toujours Nick Lamite et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Au revoir. J'en profite aussi pour dire que la musique du générique est faite par Simon et que le montage a été fait par Paul. Allez, salut.